Bonsoir à vous tous. Allez, on ouvre ce conseil communautaire. On est dans les temps. On va commencer par les pouvoirs. Donc, Monsieur Mettec qui donne pouvoir à Madame Fardin, Madame Parpaillon à Monsieur Eudouin, Madame Le Goff à Madame Saurin, Monsieur Lesage à Dominique Bonin, qui vient de m'envoyer un petit texto, il a un petit peu de retard. Madame Thibault qui donne pouvoir à Arnaud Charpentier, qui est avec Monsieur Bonin, donc un petit peu de retard aussi. Arnaud qui me donne pouvoir pour le début de la séance. Madame Joly qui donne pouvoir à Bruno Fabre et Madame d'Enfer qui donne pouvoir à Françoise Baudry. Voilà pour les pouvoirs. Sur les secrétaires de séance, alors j'avais en proposition Martine Sosso, Madame Joly, non, elle n'est pas là, ou Marie-Thérèse Guinaud Saint-Hermine. Qui est-ce qui est volontaire? Oui, Madame Sosso. Ouais, ok, merci beaucoup. Alors, on y va. Je commence par, y a-t-il des observations sur le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 13 avril? Non? Très bien, merci. La séance est faite. Et ensuite, vous aviez donc la présentation des délégations, des délibérations, donc du coup prises par le bureau communautaire et des décisions prises par moi-même. Y a-t-il des observations? Non? Très bien, je vous remercie. Eh bien, dans ces cas-là, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et je vais passer la parole, alors on le fera un petit peu à deux voix, mais c'est Françoise qui va commencer. Je passe la parole à Françoise, donc pour le contrat local de santé, faire une petite présentation, et puis on le fera à deux voix. Si vous avez des questions, on sera à votre disposition. On y va, Françoise. Moi, je vais faire une petite rétrospective très courte. Donc, le 22 janvier 2019, Madame la Présidente et l'ARS ont signé le premier contrat local santé sur une période de 3 ans, donc 2019, 2020, 2021. À l'issue de ces 3 ans, il a été nécessaire de faire une évaluation de ce qui s'était passé au cours de ces 3 années, de revoir ce qui allait bien, ce qui allait moins bien. Et donc, c'est le cabinet Mazars qui s'est chargé donc, de l'évaluation de ce contrat. Et à l'issue de leur conclusion, eh bien, nous travaillons depuis 2022, toute l'année 2022 et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on avait encore un copil, sur la deuxième génération du contrat local. Donc là, on est donc sur les instances de validation. Donc il y a eu tout au long de cette année des copiles, des commissions. On a beaucoup travaillé avec donc l'ARS, les partenaires, que ce soit des professionnels de santé, des élus, des associations. C'était un travail très très riche, très intense. Il y a eu beaucoup de participation, mais vraiment active. Donc là, on arrive aux instances de validation. Donc on a eu un bureau communautaire mardi, où on a fait une première présentation. Une conférence des maires mardi également, le soir. Aujourd'hui, un dernier copil. Et ce soir, le conseil communautaire. On va vous demander l'autorisation que Madame la Présidente signe le deuxième contrat local. Donc ce contrat local, il a 4 axes stratégiques avec des actions phares. Donc le premier axe, qui est passé premier axe sur ce contrat local, on le souhaite en premier parce que c'est l'attractivité du territoire. Tout le monde, ce que tout le monde demande, c'est qu'on puisse avoir des professionnels de santé, des médecins en premier lieu, mais en sachant que lorsque des professionnels de santé autres arrivent sur un territoire, ça favorise aussi l'arrivée de médecins. C'est vrai que bon, le dire c'est bien, après c'est pas toujours, on le voit bien tous, hein, c'est pas facile d'avoir des médecins chez nous. Donc l'attractivité du territoire, c'est coopérer
à un projet de santé territoriale. Alors avec la CPTS qui a été un partenaire qui est arrivé pendant le premier contrat local, qui est très important, puisque c'est la CPTS qui fait le lien avec tous les professionnels de santé qui souhaiteraient venir sur notre territoire. Il y a aussi une très très bonne collaboration avec la communauté de communes, l'hôpital bien sûr, les actions du contrat local de santé pour favoriser l'exercice regroupé et la diversité d'exercices. Il faut valoriser l'existence de l'offre de soins et mobiliser les acteurs locaux. Donc il y a un kit de communication qui avait été diffusé dans toutes les mairies, pour tous les maires. Donc le travail avec la CPTS et l'hôpital, le logement des internes et des praticiens médicaux. Donc il y a des choses en cours, ça termine entre autres. Et puis sur Luçon, il y a déjà des logements qui peuvent être mis à disposition. Ensuite, maintenir, adapter, renforcer l'offre de soins, faire évoluer les équipements avec les nouvelles pratiques, donc comme les infirmières azalées ou les infirmières en pratique avancée, et les nouveaux métiers pour libérer du temps médical. Bon, là, c'est vrai que ça peut être important d'aménager, par exemple, les maisons de santé qui sont déjà existantes. Le deuxième axe, c'est la prévention, promotion santé. La prévention était en axe 1 sur le premier contrat local, parce que la prévention, c'est également hyper important pour que les personnes puissent vraiment prendre en charge leur santé. C'est souvent ce qu'on dit pour éviter, pour retarder peut-être d'aller consulter un médecin. Donc la prévention, promotion santé, c'est coordonner et développer les actions de prévention en santé sur tous les publics, au plus près avec les associations, les partenaires, faire connaître au grand public. C'est vrai que le grand public n'a pas toujours connaissance, loin de là, de ce qui peut être proposé en prévention. Le forum du maintien à domicile, c'est pas tout à fait le terme, c'est le forum du bien vieillir à domicile qui va se dérouler donc le 23 mai, qui va présenter tout ce qui peut être utile et plus ludique aux personnes qui ont un certain âge, à partir de 60 ans, et qui ont besoin de savoir tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce dont ils peuvent avoir besoin, tout ce qu'on peut leur fournir après en arrivant dans le grand âge, on va dire. Et les actions sport-santé. Ensuite, il y a le parcours de soins des publics vulnérables. Accompagner les parcours de soins des plus vulnérables par un parcours décrit, évitant les ruptures et particulièrement les ruptures en sortie d'hospitalisation. Donc il faut une orientation des personnes pour aménager le logement. Bon, ça, je sais qu'on travaille aussi beaucoup avec le PLH pour faire connaître aussi ce qui peut, toutes les aides et tout ce qui peut être fait pour le logement, pour les personnes qui sont moins valides. Les hébergements temporaires répartis sur le territoire dans les EHPAD. Là, il y a effectivement un vrai travail à faire également. Faciliter l'accès aux droits, informer et outiller les agents d'accueil en mairie. Ça va être fait d'ici le dernier trimestre. Dans les services, pour orienter l'usager en fonction de sa situation personnelle, puisqu'on sait bien que de toute façon, souvent les gens, où est-ce qu'ils vont? D'abord, c'est à la mairie pour obtenir des renseignements. Ensuite, le parcours de soins en santé mentale, informer, former, sensibiliser. On s'est rendu compte dans le premier contrat local santé que c'était un domaine qui était un peu laissé à l'écart. Bon, avec ce qui est arrivé, le Covid et tout, on n'a pas pu travailler énormément dessus. Mais là, c'est un point très très fort qu'on souhaite mettre en avant. Et avec la formation d'élus, il va y avoir une proposition de formation sur les premiers secours en santé mentale, qui est déjà proposée par la CPTS. Et donc voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler plus précisément, parce qu'il y a un défaut de connaissance qu'il faut rattraper.
Donc maintenant, Brigitte, est-ce que tu veux parler de... La temporalité, voilà, c'est bon. Non, mais c'est vrai que ce contrat local de santé, autant sur le premier, tu l'as bien exprimé, on a aussi fait un gros diagnostic, on a travaillé nos ambitions, nos enjeux. Un contrat local de santé, si on en parle, on a tendance à beaucoup se focaliser sur les médecins de proximité. Et un contrat local de santé, ce n'est pas que ça, et fort heureusement. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est un outil qui nous permet d'aller discuter avec les professionnels, de les faire se rencontrer, de travailler avec eux sur leurs besoins. Alors c'est un travail qui s'est mené avec la CPS, la SPTS, tu l'as dit, l'hôpital, le conseil de développement. Hein, on a fait oui, c'est pour ça que je me permets. On avait fait un gros travail avec le conseil de développement sur ce volet-là. Aujourd'hui, le travail qui est mené, il va nous permettre de rentrer encore plus dans l'opérationnel. On y était déjà sur certaines actions, mais on sait très bien que ce qu'on attend souvent de nous, c'est de se dire, mais pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter pour nos populations, etc. Donc le contrat local de santé, les fiches actions, ou plutôt les actions dont Françoise vient de vous parler, vont nous permettre d'aller sur des actions extrêmement opérationnelles. Hein. Il y en a déjà qui sont commencées. Hein. Tu parlais du bien vieillir, en effet, c'est important, ça fait partie du contrat local de santé. Le travail qu'on a mené, sur lequel on a déjà discuté sur les violences intrafamiliales, ça fait partie du travail sur le contrat local de santé. On va essayer de réfléchir aussi pour un travail auprès de nos secrétaires de mairie, pour qu'elles ne soient pas un peu désœuvrées quand elles ont une personne en difficulté qui arrive. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on les oriente? Ça aussi, ça fait partie des actions, des fiches actions à venir sur le contrat 2023-2028. Et puis aussi, en effet, cette communication, ce travail pour attirer des praticiens, pas que des médecins généralistes, mais aussi des praticiens. Le contrat local de santé, il a mis focus sur parfois des sujets sur lesquels on n'avait pas forcément une attention particulière, parce qu'on a parfois la chance de vivre entouré de personnes qui n'ont pas telle ou telle problématique, et ça nous a permis, enfin moi personnellement en tous les cas, de prendre conscience de certaines difficultés sur notre territoire et des points sur lesquels nous devons appuyer. Donc voilà, le contrat local de santé, c'est vraiment un outil au service du territoire, au service de nos populations. Donc, le contrat local de santé concourt à améliorer la fluidité des parcours de santé, à réduire les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé, à développer la prévention, à encourager la participation des habitants et concourt à anticiper les problématiques de démographie médicale. Donc, les orientations stratégiques, on vient d'en parler. La durée du contrat local de santé deuxième génération est envisagée pour une période de 5 ans au lieu de 3, comme l'a dit Brigitte, de 2023 à 2028, pour des tas de raisons. Hein. Et une particulièrement que j'ai mise en avant dès le début, c'est le fait que 3 ans, on va tomber 2026, et se retrouver comme on s'est trouvé avec le premier local, c'est-à-dire avec des nouveaux élus qui vont être désemparés, qui vont devoir prendre en charge ce contrat local de but en blanc. Et c'est pour ça que 5 ans, ça va donner cette possibilité aux nouveaux élus de s'emparer du contrat local de santé dans les 2 années qui suivront, jusqu'en 2028, et de reprendre pour une 3e génération peut-être. Donc pendant la durée du contrat, le comité de pilotage se réunira 2 fois par an et aura pour objectif le suivi des actions menées et la stratégie des actions à mettre en œuvre. Le contrat local de santé, ce n'est pas parce qu'il va être signé que c'est terminé. Au contraire, ce n'est que le début. C'est là qu'on va commencer à... Bon, c'est un peu commencé, mais c'est là qu'on va vraiment mettre en œuvre les actions. Et on peut également se rendre compte pendant ces réunions, enfin au cours de ce contrat local, qu'il y a des fiches qui ne sont pas utiles, qu'il y a des fiches qu'il faut améliorer. On peut aussi être dépendant d'événements qu'on ne connaît pas, hein, et qu'il va falloir revoir ce contrat local à un moment T. Voilà, donc il est important de le faire vivre et qu'il serve vraiment, que ce soit un outil, comme disait la présidente,
un outil de travail, surtout pour aider nos habitants et pour donner aux professionnels de santé qui le souhaitent la possibilité de venir sur notre territoire, d'être bien accueillis et qu'ils puissent s'épanouir avec leur famille, ce qui est important aussi, sur notre communauté de communes. Donc, là, je vais vous inviter à vous prononcer sur l'engagement de la communauté de communes autour du contrat local de santé seconde génération, la prévision de crédits nécessaires au budget de la communauté de communes pour la continuité des actions engagées sur une période de 5 ans, l'autorisation de signature par notre présidente pour le contrat local de santé deuxième génération, soit pour la période 2023 à 2028. Sur ce contrat local de santé, ou est-ce que, voilà, enfin... Merci. Hein. Non, alors il y a des actions il y a déjà quelques actions pour lesquelles on a pris date, donc vous les verrez au fur et à mesure, ils vous seront communiqués au fur et à mesure. Pas de questions, on peut aller sur le vote. Y a-t-il... Oui, tu voulais quelque chose, François ? Une dernière petite chose, c'est que la signature aura lieu le 6 juin. Oui, on n'a pas l'horaire. C'est bon ? D'accord. Donc dans ce cas-là, je me vois, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions? Non. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et nous continuons avec le projet d'établissement d'école de musique intercommunale. Je passe la parole à Guy. Bonsoir. Alors, je vais vous parler du projet d'établissement de l'école de musique intercommunale. Au printemps, je vais vous donner un petit peu le calendrier d'action qui a eu lieu à peu près sur 2 ans, avec quand même une phase Covid qui nous a contraints. Au printemps 2021, avec un premier contact avec le cabinet C-Cube, et notamment M. Boris Damestoy, il est directeur du Conservatoire régional de musique de Saint-Étienne, pour définir un accompagnement. En 2020-2022, on a fait une pause par rapport à la crise sanitaire. Janvier et avril 2022, préparation de la mission, avec une phase diagnostic en mai 2022. Juin 2022, phase de travail avec la direction de l'établissement, les services intercommunaux et les élus siégeant au comité de pilotage. En juillet 2022, phase d'atelier de rédaction du projet d'établissement. 12 juillet 2022, fin de la première phase d'accompagnement et livraison de la première ébauche du projet d'établissement, avec une approbation de la trame du projet d'établissement en octobre 2022, une rédaction des fiches actions en janvier-février 2023, début mars 2023, présentation de la trame du projet d'établissement aux enseignants, avec mi-mars 2023, appropriation du plan d'action par les enseignants et les partenaires. Et on arrive à la phase finale ce soir par rapport à la validation. Ce qu'on peut dire, l'impulsion qui a été donnée a permis d'engager et de renforcer la dynamique de concertation et de co-construction pour décrire les possibles du projet d'établissement de l'école de musique. Lors des carrefours consultations, ateliers, les acteurs et les publics, élus des commissions, culture, enfance, jeunesse, élèves, parents, enseignants, partenaires, amateurs et professionnels, ainsi que les forces vives du territoire, ont su énoncer leurs projets, leurs idées pour décider de la route commune. Et il y a une forte participation et je voudrais ce soir aussi les remercier, toutes les personnes qui ont participé un petit peu à cette réflexion. Le document s'inscrit dans la continuité des pratiques artistiques du territoire et permet à l'école de musique l'ancrage de son développement maillé et en coopération avec les acteurs sur le territoire. L'établissement d'enseignement public assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Il participe également à l'éducation artistique des enfants âgés d'âge scolaire. En fin de compte, on arrive à des enjeux pédagogiques, d'accessibilité, de rayonnement sur le territoire, des défis organisationnels, pédagogiques et institutionnels. Et un plan d'action en 3 phases, que je vais vous décrire
dans la majorité avec les objectifs. Premièrement, rassembler autour des pratiques musicales et des enjeux du projet de territoire, avec comme objectif d'optimiser le fonctionnement, stabiliser l'organisation, l'organigramme, conseil pédagogique et conseil d'établissement. Intégrer les enjeux du projet d'établissement et des réseaux de l'enseignement artistique, mobilité, covoiturage, visibilité, signalisation, là c'est au niveau des équipements, et réseau départemental, c'est renforcer le lien avec les deux structures, avec le département et la communauté de communes. Bien sûr, ces actions-là, on va essayer de les réaliser en 2023-2024. La deuxième action, c'est développer les actions au service de la pratique artistique, de la formation des acteurs culturels, ainsi que la primauté de l'intérêt de l'élève. Là, c'est pour les années 2024-2025, en contribuant à l'émergence d'une politique culturelle intercommunale, répertoire partagé, action concertée avec la lecture publique, saison publique. Diversifier les modalités pédagogiques et esthétiques enseignées, plan numérique, musique traditionnelle et tradition orale, finaliser l'offre pédagogique, diversifier l'éducation artistique et culturelle et la saison publique, petite enfance et adolescence, participation du public, partenariat avec les équipements médico-sociaux, et la troisième phase, c'est faire rayonner l'établissement en tant qu'acteur important du tissu culturel du territoire. Et là, on sera plus sur les années 2025-2026, avec comme objectif de contribuer à l'émergence d'une identité culturelle communautaire, festival de pratique amateur, musique de tradition orale sur le territoire, projet d'éducation artistique et culturelle, développer des partenariats au sein du pôle métropolitain et du département, résonance de projets, circulation d'élèves, musique actuelle et schéma départemental, et cultiver l'ambition artistique, communication à développer avec des résidences artistiques, partenariat avec les arts florissants à tirer. Voilà. Vous avez normalement reçu en annexe aussi le projet d'établissement. Il y a 27 fiches actions. Là, j'ai donné un petit peu les objectifs des principales. Il faut savoir que le projet d'établissement contribue à enrichir et dynamiser la politique culturelle territoriale aux côtés des services de la lecture publique, de l'éducation nationale, jusqu'aux acteurs de développement local, et de porter les valeurs fondamentales d'égalité des chances, d'épanouissement et de réussite pour l'ensemble des bénéficiaires de l'école de musique. Voilà ce que j'avais un petit peu à dire. Je ne sais pas si, Brigitte, tu veux rajouter quelque chose. Voilà. Non, pas particulièrement, vous l'avez compris, hein, il y a 3 grands axes qui vont essayer de travailler autour de ce projet. C'est de rassembler autour des pratiques musicales, le fédérer le plus possible, développer des actions au service de la pratique artistique, puis de faire rayonner l'établissement. Voilà, on a la chance d'avoir un établissement qui a une très bonne réputation, je peux me permettre de dire, enfin, je veux dire, voilà, avec des professeurs de qualité, et puis qui s'est produit, par exemple, le samedi soir, on en a des petits bouts de chou, là, sont venus... dimanche prochain non, samedi soir dernier, ils se sont associés samedi soir dernier à Plaisance, donc on a pu apprécier leur travail, des petits pitchouns, là. Voilà, donc c'est un premier projet d'établissement pour une école, c'est important, c'est un fil conducteur, c'est important pour les enseignants, et puis c'est important aussi pour les parents de voir qu'il y a vraiment un véritable projet culturel porté au sein de l'école de musique. Y a-t-il des questions? Oui, Arnaud. Je vais compléter ma question du mois dernier. L'annexe fait 78 pages, j'ai bien tout lu. Je suis inquiet, je ne vois pas du tout trace d'une construction d'un bâtiment pour l'école de musique. On parle de manque de visibilité, on parle d'excellence. Mais alors, je vais te répondre. Je finis juste. Oui, non, excuse-moi. Oui. Parce qu'on parle d'école unifiée, alors loin de moi d'unifier les 4 écoles sur un même endroit, mais je pense qu'à Luçon, parce que je connais que Luçon, mes enfants sont allés à l'école de musique à Luçon, les salles sont très 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 vieillissantes, il y a des infiltrations d'eau, manque de visibilité. Moi, je pense que c'est important de commencer à réfléchir à... La dernière fois, tu m'as répondu, c'est en projet, et là, jusqu'à 2028, pas de trace d'un bâtiment. Alors, en fait, je t'ai répondu l'autre jour sur le volet, sur le pôle culturel.
Je pense que c'était ta question aussi. Alors en fait, l'idée de ce pôle culturel, c'est en effet d'y associer la culture au sens large. La culture au sens large, c'est-à-dire la médiathèque, c'est-à-dire l'école de musique. Donc aujourd'hui, vous avez voté, enfin on a voté ensemble, je ne sais plus si c'est sur ce budget-là ou le budget de l'année dernière, une enveloppe pour avoir un cabinet qui travaille autour de ce projet de pôle culturel. Il est en train d'étudier les sites potentiels, mais l'idée, c'est bien en effet d'avoir une vision aussi pour l'école de musique. On te rejoint tous sur les bâtiments avec des enfants qui sont un petit peu dispersés. Donc voilà, le projet du pôle culturel, il s'inscrit avec, bien sûr, l'école de musique dans l'ensemble. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, on est sur la phase d'étude avec le cabinet. Un bâtiment ne verra pas les jours dans les 2 ou 3 années à venir. Enfin, ça me semble difficile. Par contre, le projet peut être arrêté et mis en scène, ou mis en scène. Mais on a bien conscience qu'on peut pas, qu'il est difficile de poursuivre ce travail sur des sites très éclatés. Ça fait partie du projet du pôle culturel qui est en réflexion avec un cabinet actuellement, complètement. Alors après, il faut qu'on travaille aussi en proximité, ça fait partie aussi des travails, c'est-à-dire que tous les enfants ne pourront pas être à Luçon, puisqu'on a des sites quand même, on est toujours sur un territoire aussi vaste, donc ça fait partie aussi du travail qui est en train d'être mené. On est en train de réfléchir, par exemple, avec, je vois Laurence en face de moi, avec la commune de Chaillé aussi, pour voir comment est-ce que ça peut se travailler, parce qu'ils sont sur un site qui n'est pas au optimum aujourd'hui. Voilà, donc en fait, ça peut paraître long, mais en même temps, agréger les territoires comme on a fait, même si moi, j'ai plus envie de dire on est une jeune Comcom, etc., c'est pas le débat, mais il y a tellement de champs à étudier qu'on y va pas à pas. On avait un collègue sur le précédent mandat qui disait une à la fois, mais c'est un peu ça. Mais le projet de l'école de musique, il est bien intégré dans le projet du pôle culturel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je vous propose d'adopter le projet d'établissement de l'école de musique intercommunale afin de permettre, à partir de cette vision partagée, de dessiner l'avenir de l'établissement à l'horizon 2026 en tant qu'acteur incontournable de la vie culturelle sur le territoire. Il est proposé au nom du Conseil communautaire d'approuver le projet d'établissement de l'école de musique et d'autoriser Madame la Présidente à signer les documents afférents à ce dossier. Il y a des personnes contre, des abstentions. Je vous remercie. Oui, bonsoir à tous. Alors, j'ai 2 délibérations à vous présenter qui sont liées. Alors, ça correspond à la maintenance multitechnique des bâtiments de la communauté de communes, la vérification réglementaire des ponts roulants. Donc, on a un marché en cours qui a une tranche ferme qui permettait de faire les contrôles. Et on avait une tranche optionnelle, la tranche numéro 1, qui correspond à la maintenance curative et les dépannages. Donc le marché, il est en cours, il a été notifié jusqu'au 31 décembre 2023. L'entreprise qui fait ces travaux-là, c'est l'atelier de la Chaînette situé à Parthenay. Donc la tranche ferme, on n'y revient pas. Par contre, on a besoin de la tranche optionnelle parce qu'il faut qu'on fasse les vérifications. Enfin, c'est fait, je pense. Vérification réglementaire, la maintenance et le dépannage des ponts roulants de nos bâtiments situés c'est au Vendéopole. C'est le bâtiment de la MAV. Donc la tranche optionnelle, elle est de 2500 €. Il faut qu'on puisse la lotir. Et puis, je vous propose... Y a-t-il des questions d'abord? Pour acter cette tranche optionnelle, donc 2500 € hors taxe. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis, quand on a fait les diagnostics, on s'est aperçu que les 2500 € ne suffisaient pas à la réparation. Et ce qui fait qu'on a un avenant qui correspond au tarif de réparation. Et on vous demande, pour la même entreprise, du coup, de faire un avenant numéro 1 pour un montant de 1649 € hors taxe, en supplément des 2500 qu'on vient précédemment de voter. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de passer aux voix l'avenant numéro 1. Permettre, Madame la Présidente, de signer tous les documents afférents à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Et si tu veux bien, sur le prochain, on va le faire à 2 voix, parce que tu l'as travaillé aussi, c'est sur le CTI. Hein, donc si tu veux bien, on va le faire à 2 voix. Donc le point numéro 5, c'est donc la construction du centre technique intercommunal pour les agents de la communauté de communes. Alors, vous avez donc des slides qui vont vous présenter le projet, et c'est pour ça que comme Eric l'a suivi, on va le faire à plusieurs. Donc, vous le savez, ce projet, il a plusieurs objectifs, qui est de répondre aux obligations d'hygiène et de sécurité pour l'accueil de nos agents, de centraliser l'ensemble des services techniques, mais ça, on en avait déjà parlé. Donc, services techniques, gestion des déchets, et puis de bénéficier d'un outil de travail pour la mise en œuvre du plan déchets, d'un espace de stockage pour les différents services communautaires, et puis sécuriser le stockage des données informatiques via la replication du serveur qui est au siège du Dacomcom. Donc voilà, donc vous avez la localisation du projet. Rappelez-vous, on avait voté donc l'acquisition de cette zone sur la rue Jean Liver à Luçon. Donc vous avez l'emplacement, c'est près de la route des Moutiers vers chez Huguet. Donc ça, c'est la localisation. Ensuite, on poursuit avec le slide suivant. Il va y en avoir un autre. Non, on revient en arrière. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, on vous le présente plus en détail avec le foncier, donc 12 800 mètres carrés. Et donc, il y a déjà des bâtiments. Hein, voilà. Il y a des bâtiments déjà sur place. Il y a un bâtiment, et il y a une structure rigide et une structure plus souple. On a trois bâtiments sur site, le bâtiment A. Le bâtiment A, l'atelier. Ouais. Le bâtiment C, c'est un bâtiment, une structure souple qui est vouée dans le projet à disparaître. Le bâtiment B, on va le reconfigurer également. Et sur l'emprise foncière, on conserverait que 12 800 m². L'acquisition initiale est supérieure, puisqu'on a toute la partie le long de la rue de Mareuil qui va être cédée à une entreprise oui. qui a fait la demande. Voilà, donc là, vous avez une vue de ce que ça donnera quand le projet sera réalisé. Hein. Donc, c'est un projet qui a été une mission de maîtrise d'œuvre qui a été confiée au groupement des GA architectes et associés, avec des co-traitants en même temps. Et voilà, le côté... Sur le plan de masse, peut-être. Oui, parce que... Donc, vous avez l'accès personnel, vous voyez, est dissocié de l'accès livraison et service sur la rue Jean Liver en bas. Donc, accès personnel, vous avez toute la partie en excroissance qui est entourée en rouge, qui correspond à la création d'un nouveau bâtiment qui sera équipé de photovoltaïque. Le bâtiment A, on le retrouve, vous voyez, au centre. Et à l'arrière, au-dessus, l'atelier mécanique qui va venir en jonction à l'arrière. Ensuite, vous avez un bâtiment qui est en longitudinal là-bas, avec trois véhicules stationnés. Il y en a deux, enfin, la partie gauche correspond au stockage des bennes à ordures ménagères. Et la partie droite, ça sera la station d'avitaillement pour les véhicules et les stations de lavage. Ça sera sous une ombrière solaire. Donc production de photovoltaïque également sur cette partie-là. Le bâtiment B, il est conservé, il servira de stockage. Ensuite, en dessous le bâtiment B, vous avez les racks à matériaux. Et ensuite, une ombrière plus légère, plus petite, qui est en vert, sur la gauche. Et avec une circulation périphérique. Vous voyez, on rentre par la droite, on contourne les bâtiments et tous les bureaux. Parce que le bâtiment qu'on va créer servira de réfectoire pour le personnel, de vestiaires, les bureaux techniques, c'est aussi tous les services opérationnels qui seront là-bas. Et puis après, la sortie par la gauche, la sortie sur la rue Jean Liver. Voilà, ok, merci. Non, mais c'est important d'avoir la précision technique. Et du coup, il vous a été présenté le plan de financement de l'opération avec des travaux exclus la VRD d'1,8 million, une maîtrise d'œuvre 135 000 €.
Et en face, des recettes du décile 500 000 € et du FEDER pour 387 000 €, avec un autofinancement donc à 1 048 000 €. Avant de passer aux voix, il y a... Oui, vas-y. Autre précision, toute l'étude de besoin a été faite par David Giraudot. Oui. Et je tiens à le remercier, parce que vraiment il a fait un travail très rapide et performant. Et l'équipe d'architectes et de maîtrise d'œuvre, c'est celle qui a fait la pépinière au Vendéopole qu'on a réceptionné l'an dernier. Donc, ah oui, d'accord. On était satisfaits de leur travail, ils ont été retenus. Et puis ils sont réactifs. Et le projet avance et on travaille également avec Vendée Énergie pour tout ce qui est installation d'ombrières solaires. Calendrier. Le dossier DCE est en train de se finaliser. Les études de sol ont été faites. On va être en mesure de lancer l'appel d'offres, je pense, d'ici un mois, à peu près. Et puis, on prend possession des travaux assez rapidement derrière. Mais on est dans le calendrier qu'on s'était fixé dès le départ, c'est-à-dire de commencer en 2023. Hein, voilà, dans le calendrier. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, du coup, je mets aux voix. Je vous propose d'approuver le projet de construction d'un centre technique intercommunal au stade de la phase APD, le montant prévisionnel des travaux de 1,8 million hors taxe, soit 2 160 000 TTC, d'approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, de m'autoriser à solliciter toute aide et subvention auprès des différents partenaires, de m'autoriser à lancer les consultations pour les marchés de travaux dans le cadre de la construction de cet équipement, de m'autoriser à signer tous les documents afférents au dossier et puis d'attester que les dépenses correspondantes sont bien inscrites au budget de l'exercice concerné. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Puis un grand merci aussi, comme le dit Nicolas Côté, pour les agents parce que c'est attendu. Voilà, de très bonne qualité de travail. Et c'est important. Voilà. Aujourd'hui, pour certains, c'est un peu plus facile, plus compliqué. Et puis aussi, l'esprit un peu travailler ensemble, enfin voilà, d'être regroupés, de pouvoir échanger, de pouvoir parler, c'est important, enfin, s'enrichir des uns des autres. Hein. Alors je ne me rappelle plus, non, 60 hein, de mémoire, hein. Oui, 60, c'est ça. Ouais. Tous les pôles ? Oui, 60, oui. 60. Oui, les espaces verts aussi, oui. Voilà, donc un grand merci pour eux. Ce vote de ce soir, ça montre vraiment, ça y est, hop, on est parti, on va le réaliser. Le point numéro 6, on ne va pas le passer ce soir, on y reviendra au prochain conseil communautaire. Et du coup, je continue avec le point numéro 7, qui concerne les délégations du conseil communautaire en rencontre, avec une abrogation de 2 délibérations, et puis donc forcément une modification, puisque vous le savez que je peux recevoir des délégations d'une partie des attributions de l'organe délibérant, mais il y a des exceptions. Elles étaient notées dans le corps du dossier, mais il faut apporter 2 modifications à la liste des délégations du pouvoir du conseil communautaire pour moi. L'une, c'est dans le domaine de la politique de l'habitat, puisque jusqu'à ce jour, la délégation est portée sur un montant maximum de 2 000 €. Or, les dispositifs que nous avons mis en place font qu'il peut y avoir des aides qui vont de 250 à 8 000 €. Donc, du coup, pour faciliter la mise en œuvre des dispositifs, il est proposé de modifier la délégation en matière d'habitat afin d'attribuer les aides de l'habitat jusqu'aux 8 000 € que nous avons déjà voté à ce niveau-là. Et puis l'autre modification qui vous est proposée, c'est dans le domaine en matière foncière, pour la gestion du patrimoine, au niveau des demandes d'autorisation d'urbanisme. Vous est proposé de donner une délégation en la matière, puisque évidemment la communauté de communes peut aussi être appelée à faire des dépôts de demandes d'autorisation d'urbanisme. Alors, je ne vais pas
tout vous lire le corps de la délibération, mais vous lire les articles qui sont concernés. Du coup, il vous est proposé, au moins le début, d'abroger à la date d'effet de la présente délibération les délibérations du 17 décembre 2020 et du 17 juin 2021 portant délégation du pouvoir au Conseil communautaire, la présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc, je vais vous reprendre les grands items. Donc, vous aviez délégué donc, à la présidente. Dans le domaine des affaires financières, il y avait en matière finance, vous aviez la liste. En matière de commande publique, ensuite, on a un item qui est dans le domaine de l'administration générale. Et là, on a donc une modification, puisqu'il vous est proposé d'autoriser à procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou l'édification des biens communautaires. C'est le premier changement. En matière d'assurance, il n'y a pas de modification. En matière de ressources humaines, non plus. En matière de représentation devant la justice, non plus. Et puis le second point, c'est donc dans le domaine de la politique de l'habitat, ou prendre la décision d'attribuer l'aide de la communauté de communes en se référant au dossier présenté par l'organisme instructeur dans le cadre des programmes d'aide à l'habitat jusqu'à 8 000 €. Il n'y a pas de changement dans le domaine du développement économique, dans le domaine de la politique des valorisation des déchets et dans le domaine des services à la population. Y a-t-il des questions, des observations? Non, très bien. Dans ces cas-là, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et je passe la parole à Bruno pour l'économie. Merci. Bonsoir. Donc il y a 2 délibérations qui sont des aides financières aux entreprises. La première, c'est pour la société Atibel qui est sur le Vendéopole. C'est une société qui est en tôlerie industrielle et chaudronnerie de précision. En fait, la société marche très bien. Ils fournissent beaucoup de bâtis pour les pompes à chaleur. En fait. C'est de là où vient la principale partie de leur croissance. Aujourd'hui, ils ont un site qui fait 8000 m² et ils veulent donc construire un nouveau bâtiment pour mettre une nouvelle ligne de pliage. Il va y avoir 2 nouvelles lignes de pliage qui vont être installées. Et donc, ils investissent de l'ordre de 4 248 887 €, dont 1 248 887 sont pour les bâtiments, donc la partie où on peut aider financièrement. Ils vont recruter sur les prochaines années, d'ici 2025, 10 à 15 personnes. Donc c'est le dispositif PME que l'on avait voté, dit aide financière numéro 1, qu'on a voté il y a un petit moment. Et ils peuvent donc avoir 40 000 €. Voilà, donc ce qui est proposé, c'est d'accorder cette subvention de 40 000 € à l'entreprise Atibel dans le cadre de l'aide financière numéro 1 et d'autoriser Madame la Présidente à signer. Y a-t-il des questions? Non, je propose de voter. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non, merci. Le deuxième, ça concerne une beaucoup plus petite entreprise, donc c'est le deuxième dispositif, le dispositif appelé numéro 2. C'est pour une entreprise de camping, c'est Camping Mer et Nature, qui est le nom commercial, c'est Beau-Laurier, au Beau-Laurier. Voilà. Ils sont à Saint-Denis-du-Perret, ça marche très bien, donc c'est une société qui les a rachetés, ça fait un petit moment. Ça marche très très bien, ils ont 62 emplacements, ils ont de quoi augmenter largement le nombre d'emplacements, ce qu'ils vont faire, mais là ils vont augmenter de 10 emplacements. Donc il y a un certain nombre d'achats qu'ils font du point de vue immobilier qui s'élève à 30 911,81 €. Et donc la subvention auquel ils ont droit est de 6 182 €. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est d'accorder cette subvention de 6 182 € à Camping Mer et Nature et d'autoriser Madame la Présidente à signer. Des questions? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. La troisième délibération, c'est l'abrogation d'une vente de parcelles. Ça arrive malheureusement. À Mocpanier, sur la commune de Saint-Germe, c'était Saint-Germe-la-Plaine, c'était pour la métallerie Préso. Ça faisait c'était pas énorme, ça faisait 1688 m². L'entrepreneur craint un peu l'avenir et donc ne souhaite pas faire tout de suite
son agrandissement et donc voudrait abroger ce que l'on avait, la vente que l'on avait commencé à faire. Voilà. Donc ce qui est proposé, c'est d'abroger la délibération du 19 mai 2022 pour cette vente à Moc-Panier pour la métallerie Préso. Des questions? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à René. On prend le train, René? Ah, ça fonctionne. Tout à l'heure, j'ai réveillé tout le monde, mais là, c'est sérieux, là, maintenant. Oui, Madame la Présidente, c'est une délibération qui concerne la convention de financement pour l'étude multimodale sur l'axe La Rochelle-La Roche-sur-Yon. Donc, c'est un complément à l'étude, puisque vous savez qu'on a eu plusieurs réunions, c'était tombé un peu pendant l'oubli, mais presque. On a réveillé un peu tout ça, pas que la communauté de communes, la nôtre, mais les autres aussi. Donc, c'est passer un avenant concernant cette convention de financement avec la région Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire, et ainsi que les 6 EPCI. Donc, cette étude et cet avenant, ça correspond à plusieurs choses. D'une part, ça fait l'objet d'une convention de financement signée en 2021 avec le bureau d'études Sistra. La première partie de l'étude a été menée à son terme et a défini le potentiel de mobilité sur l'axe. Cependant, il apparaît nécessaire de renforcer le nombre de scénarios étudiés pour permettre d'avoir un meilleur arbitrage. Il a donc été décidé de demander au bureau d'études Citra d'étudier 7 nouveaux scénarios. Le premier, un scénario sur les 4 haltes vendéennes, Némy, Champ-Saint-Père, Nallier, Velluire. 4 scénarios reprenant chacun une seule des 4 haltes vendéennes. Un scénario avec les haltes de Champ-Saint-Père, Nallier, et un scénario avec les haltes de Champ-Saint-Père, Velluire. Cette prestation permettra une meilleure appréhension des différentes hypothèses de travail, même si un scénario complémentaire avec la halte de Nallier et Velluire aurait pu être étudié. Et il se trouve qu'il manquait un peu ce volet-là. Le coût de l'étude de ces nouveaux scénarios est de 10 386,96 € hors taxe. L'intégralité de ce montant sera financée par la région Pays de Loire. L'objet de l'avenant numéro 1 est de prendre en compte ces prestations supplémentaires et leurs modalités de financement. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au vote? Non? Madame la Présidente, nous pouvons passer au vote? Je vous en prie. Qui est pour? Voilà. Comme ça nous fait travailler un peu. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. La délibération est acceptée. Madame la Présidente, je voudrais, si vous le permettez, une petite information. Enfin, 3 points sur une information qui est quand même importante pour notre communauté de communes. Vous savez que M. Tristan Campardon, qui est le nouveau technicien de la mobilité, est arrivé sur la communauté de communes au début du mois, là. Donc on a parlé longuement ce matin, puisque nous avons eu une réunion à la mairie de Saint-Radegonde. Il s'est déplacé. C'est un jeune qu'on peut déplacer. Les vieux ne se déplacent pas. Et donc, comme il voulait voir un peu comment ça se passait et qu'il est mobile, puisque c'est la mobilité, il est venu me voir. Et donc, nous avons eu pendant 2h30 une discussion très intéressante. Et je pense que les élus vont être sollicités avant avant les vacances, puisqu'il y a tout un tas de projets qui sont mis en place. La deuxième chose, c'est de rappeler quand même qu'on arrive à la fin de cette étude, qui va quand même nous dire si oui ou non le projet de la communauté de communes pour la gare de Nallier va être pris en compte. Pour le moment, on n'en sait rien. On en saura plus, je pense, après le 6 juillet, puisque le 9 juin, il va y avoir un prochain COTEC qui va se dérouler à la salle Plaisance à Luçon. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Il y aura ensuite un second COTEC entre techniciens le 19 juin, puis un COPIL qui va se dérouler probablement à Maran ou à La Rochelle. Donc, et à la suite de ça, la décision sera prise de savoir s'il y a 1, 2 ou 3 haltes. Donc pour le moment, on ne peut pas donner, on n'est pas les moins bien placés, mais on n'est pas les mieux placés non plus. Donc pour le moment, c'est stand-by, comme on dit en anglais. Mais ceci dit, c'est en espérant qu'on ait notre gare à Nallier, parce qu'on a démontré tout le long de cette campagne que c'était vital pour la communauté de communes. Et on a donné des arguments. Et voilà, donc on n'a pas tapé ni sur l'un ni sur l'autre, on a préféré parler de notre projet.
Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire au Conseil communautaire, même si on n'en parle pas beaucoup, oui, par le fait que la région, on n'a plus de nouvelles, pour ainsi dire, même si on les sollicitait régulièrement. On a présenté un plan blanc aussi, donc, où on a donné des arguments aussi pour justement faire en sorte que nous soyons retenus. Donc là, on aura des nouvelles d'ici peut-être après les vacances ou avant les vacances. Voilà. Ouais. Alors, il faut toujours être optimiste, parce qu'autrement, on n'avance pas. L'idée de cette prestation complémentaire, c'est plutôt bon signe. Moi, je le vois comme un schéma positif. Parce que, non, mais tout à fait. Mais je me permets de le dire parce que on nous avait plutôt dit que la réponse finale, on l'aurait en avril, ensuite différée plutôt en juin. Là, c'est une nouvelle étude qui arrive. Donc, c'est plutôt de se dire, bon, rien n'est figé, rien n'est arrêté. Voilà, donc moi je veux le voir comme quelque chose de positif. Je préfère attendre 2 mois ou 3 mois pour avoir la réponse et qu'elle puisse servir notre territoire. En effet, on sait très bien qu'avec le développement économique sur la communauté de communes dans son ensemble, cette liaison elle est importante. Elle est importante pour desservir pas que le Vendée-au-Pôle, mais pour permettre à des salariés d'accéder plus aisément à l'emploi. On le sait, on était hier après-midi au Forum de l'emploi sur Luçon. On a eu pas mal, Bruno, ça s'est bien passé. On a eu un petit peu moins de passages que l'année dernière, mais par contre avec des demandes fort intéressantes. Et on sait très bien que la mobilité, c'est un frein chez nous. Il y en a d'autres, mais il y a plein de points positifs. Mais la mobilité fait partie d'une difficulté. Donc cet arrêt, si on le sollicite tant, c'est qu'on en connaît la portée pour le bien de nos entreprises à venir. Donc voilà, donc c'est un dossier sur lequel on a beaucoup travaillé. René, bravo, vraiment beaucoup travaillé. Mais on s'est, puis Nallier, enfin tout le monde, on s'est mobilisé. On a quand même fait ce qu'on faisait sans faire énormément de bruit, mais voilà, en expliquant, en démontrant que c'était un enjeu très très fort. Donc voilà, donc on espère que ça va aboutir. Cette étude, moi je la prends comme quelque chose de positif. Je me dis, ça veut dire que voilà, rien n'est abandonné. Voilà. Donc vous l'avez mis aux voix, j'ai pas vu. Oui, pardon, oui, j'ai vu. Pardon, il a fallu faire de l'exercice, excusez-moi. Ok, d'accord. Merci beaucoup et on poursuit avec Dominique. Donc la deuxième délibération, c'est passation d'une convention d'études de l'établissement public foncier de la Vendée, donc l'EPF, la commune de Luçon et la communauté de communes. Bon, vous connaissez, c'est traditionnel, cette convention tripartite là, qui nous lie effectivement. Donc, sachant quand même que le droit de préemption urbain, c'est la communauté de communes qui est seule habilitée à décider de cette délégation donc, à l'EPF de la Vendée. Donc, le sujet concerné ce soir, donc, c'est sur la commune de Luçon. Le périmètre d'intervention, donc, c'est un grand périmètre sur deux sites en fait. Une superficie totale de 92 395 mètres carrés, ce qui n'est pas rien. Principalement, donc, c'est l'îlot du centre-ville qui, donc, avec 198 parcelles pour une superficie de 57 600 mètres carrés, qui correspond en fait à l'îlot, on va dire, l'école du centre actuelle, que vous connaissez, primaire, maternelle, l'hôtel du Croissant, et puis la rue aussi. Pardon ? La rue Georges Clémenceau, pardon, excusez-moi, parce que j'ai un peu fatigué. Donc il y a la rue Georges Clémenceau, et puis le deuxième îlot, donc c'est effectivement concerne plus principalement la rue du Général de Gaulle, qui représente donc elle 123 parcelles sur une superficie de 34 795 mètres carrés. Donc ces deux îlots constituent effectivement des sites sur lesquels il nous faut travailler dans le cadre principalement de petites villes de demain, parce qu'il y a de nombreux logements vacants à l'intérieur, des logements dégradés, et puis le fait de pouvoir avoir un conventionnement avec l'EPF, ça va nous permettre de pouvoir agir certainement plus facilement, notamment pour des préemptions auprès de certains bailleurs. Voilà. Donc c'est ce qui vous est présenté aujourd'hui comme délibération sur la ville de Luçon. Donc on vous demande de valider la convention d'études de l'établissement public foncier de la Vendée en vue de revitaliser le centre-ville, notamment donc, de la commune de Luçon, tel qu'annexé à la présente délibération, et d'autoriser la présidence à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Avez-vous des remarques concernant cette délibération? Vous aviez donc en annexe la convention qui nous lie. Pas de remarques particulières? Je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante, enfin, c'est celle qu'on attendait depuis très longtemps. Hein, donc c'est celle qui effectivement aussi nous lie donc, au SCOT, donc notre aménagement donc, au niveau de la communauté de communes. Je vais simplement très rapidement aller à l'essentiel. Donc vous avez dans les annexes, hein, c'est à la page 136, hein, il y a une soixantaine de pages hein, concernant donc, effectivement le rendu du SCOT avec tous les rendus des personnes publiques associées. On ne sait pas forcément ce qui nous est nécessaire de l'évoquer. Simplement, bon, on rappelle effectivement dans les premières pages d'où la création, bien sûr, avec le syndicat mixte, le schéma donc, avec le périmètre du SCOT qui avait été validé, donc c'était en 2015, hein, dans le cadre du syndicat mixte du Pays de Luçon. Ensuite, après en 2018, la communauté de communes qui prend le relais. Et puis après, malheureusement, avec le premier projet arrêté qui avait reçu un avis défavorable. Et puis enfin, le deuxième, qui lui, par contre, a eu un avis favorable. C'est la dernière délibération qu'on a prise. Donc, deuxième arrêt donc, qui avait été mis à l'enquête publique au 15 décembre 2022. Et puis du 15 décembre 2022, au 18 janvier 2023. Et les enquêteurs publics donc, ont remis effectivement leur enquête avec un avis favorable qui a été on va dire, validé avec, bien sûr, suivi par le préfet, avec simplement quand même une objection, hein, c'est-à-dire qu'une réserve qui concerne effectivement la prescription numéro 3, donc sur le fait de ne pas pouvoir implanter une superficie de vente inférieure à 300 mètres carrés, donc dans les espaces commerciaux périphériques. Voilà. Ça concernait principalement, je crois qu'une demande qui avait été émise par la commune enfin, il y a une commune du littoral. Voilà. Oui, ça a été une discussion. Et puis les commissaires enquêteurs n'avaient pas tout à fait bien saisi, parce que sur le fond, on est d'accord avec leur demande. Il n'y avait pas d'ambiguïté, quoi. De toute façon, ils ont repris ce qui avait été émis dans le SCOT, on l'avait dit, hein, dans les zones commerciales, pas de commerce inférieur à 300 mètres carrés, donc de surface de vente. Voilà donc ce qui est donc mis dans cette note de synthèse donc pour l'approbation du SCOT. Donc, je ne vais pas vous relire la délibération qui n'est pas très longue en soi, mais bon, peu importe. Donc, il est demandé en fait au Conseil communautaire d'approuver le projet de schéma de cohérence territoriale de Sud-Vendée littoral tel qu'annexé à la présente délibération et de tenir à la disposition du public le dossier de schéma de cohérence territoriale Sud-Vendée littoral au siège de la communauté de communes et sur son site internet. Également, donc, de le publier sur le portail national de l'urbanisme. La présente délibération sera affichée pendant 1 mois au siège de la communauté de communes et dans les communes membres donc de la communauté de communes. Et elle sera bien sûr validée et publiée au recueil des actes administratifs de la communauté de communes Sud-Vendée littoral. Voilà, donc là, cette fois, on en vient au bout du bout, comme on dit, sachant que je pense que dans la foulée, il va falloir commencer à le réviser, ce SCOT, malheureusement. J'allais le dire, très bien. Voilà, on n'en a pas à peine terminé qu'il va falloir remettre le couvert. En attendant, bien évidemment, c'est le PLUI qui va nous accaparer pas mal de temps, je pense. Voilà, avez-vous des remarques, des objections? Non. Écoutez, on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Très bien, je vous en remercie. Merci. La 14e délibération, c'est la délégation donc, partielle du droit de préemption urbain à la commune de Saint-Michel-en-Lerme, sur une parcelle cadastrée donc ZV57, 6 la Delphine, donc c'est ici, sur le site, sur la commune de Saint-Michel-en-Lerme. En fait, il est demandé, donc, on rappelle effectivement que la communauté de communes est devenue titulaire du droit de préemption urbain, en lieu et place des communes, mais par contre, elle peut effectivement déléguer aux communes ce droit de préemption. Donc la commune de Saint-Michel-en-Lerme a fait part à la communauté de communes d'un projet communal portant sur la parcelle cadastrée, donc ZV57, d'une superficie de 5000 m², sur lequel est implanté un bâtiment. Ce foncier est situé en zone UE, au plan local d'urbanisme.
Donc afin que la commune puisse mener son projet, il est proposé de déléguer le droit de préemption urbain donc, à la commune de Saint-Michel-en-Lerme. Donc on vous demande simplement votre aval pour déléguer ce droit de préemption urbain à la commune de Saint-Michel-en-Lerme. Avez-vous des remarques, des objections? Monsieur le maire, une précision? Non. Pas du tout? Très bien. Donc on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Félicitations. Merci beaucoup, Dominique. Et juste en aparté, je reviens sans en parler du SCOT. C'est impressionnant, hein, ce qu'on disait, quoi. 2015, le début. 2023, on vient au bout du bout. Et on sait que dans 2 ans, on le révise. Vous imaginez, voilà, sur tous les documents, comment est-ce qu'on peut faire? Et parfois, on est surpris de l'immobilisme, où on est un peu contrarié parce qu'on ne peut pas. Mais vous voyez, il a fallu quand même presque 8 ans pour arriver au bout de ce document. Donc, félicitations aux services qui ont beaucoup œuvré et beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Bon, c'était un aparté. J'arrive sur la dernière délibération, comme d'habitude, qui concerne donc les ressources humaines avec une modification du tableau des emplois. Il y a 3 sujets qui sont concernés. L'un concernant un poste pour lequel on avait créé un grade d'auxiliaire de puériculture, et la personne recrutée n'a pas le concours, donc il vous est proposé de supprimer ce grade d'auxiliaire de puéricultrice de classe normale à temps complet et de créer un grade d'agent social principal 2e classe à temps complet. Le second, ça concerne la demande de coordinateur enfance de diminuer son temps de travail. Donc, il vous est proposé de supprimer le grade d'animateur principal de première classe à temps complet et de créer le grade d'animateur principal première classe à temps non complet, 21 heures par semaine. Et puis, le troisième point, c'est créer un grade d'adjoint technique à temps non complet, 15 heures par semaine, pour le poste d'agent d'entretien des locaux. Il vous est donc proposé d'autoriser les créations et suppressions proposées ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs actualisé 6 juin en annexe et arrêté à compter du 1er juin 2023 et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Dans ces cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. J'en ai terminé avec l'ordre du jour formel. Une petite annonce. On avait le prochain conseil communautaire qui était prévu le 6 juillet. Nous allons devoir le décaler, l'avancer pour des questions de délibération. Alors la date qu'on a retenue, je vous la donne. Ne dites rien, s'il vous plaît, puisque c'est le 21 juin. Compliqué de trouver des dates, puisque voilà, alors c'est la fête de la musique, je sais, c'est la fête de la musique, mais on s'est dit qu'à 20h, vous pourriez aller sur les fêtes de la musique. Voilà, donc notez pour le moment cette date dans vos agendas, je vois les têtes qui... voilà, non, oh là là. Bon, écoutez, sachez que on va commencer différemment. Le 6 juillet est vraisemblablement annulé, décalé. On vous propose pour le moment la date du 21 juin. Voilà, on l'a regardé hier. Alors c'est vrai qu'on a un agenda très contraint. Moi, j'ai un agenda très contraint. Et on est en session de département la semaine d'après, donc c'était un peu compliqué. Notez pour le moment cette date-là et on revient vers vous, bien entendu. Ne m'écrivez pas tous. Mais à voir, on va regarder ça. Je préfère déjà vous dire que le 6 juillet, vous pouvez être libéré. Et on verra autrement. On va voir si on maintient ou pas. Alors, à 18h, c'est pas possible. D'accord, j'ai entendu, monsieur Froment. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Ah oui, n'oubliez pas, merci Nicolas, n'oubliez pas l'inauguration de la médiathèque de Mareuil le 2 juin à 18h de mémoire. Vous allez visiter un superbe espace. Donc voilà, on espère vous y voir et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.